Chapitre 9. Une crise continuée. Pour la 4e fois depuis le 1er novembre 1954, la France se retrouve sans gouvernement. Après les équipes Edgar Faure, Guy Mollet, Bourguès-Monoury et la dernière en date, dite d'Union nationale de M. Félix Gaillard, voici une nouvelle crise que les uns et les autres s'accordent à juger extrêmement grave. Et certes, personne ne saurait ignorer aujourd'hui que la guerre d'Algérie est à l'origine de cette instabilité gouvernementale en France. Toutefois, il faut tenter de saisir le développement interne du processus responsable de ce déséquilibre. Il faut éclairer le travail de détérioration et de désagrégation du prestige français qui se poursuit hors de France et en France à propos de ces guerres coloniales. L'analyse de la situation doit nous permettre d'apprécier, de mesurer cette fatalité interne qui mine la France et qui la conduit presque mécaniquement à multiplier les crises, à s'enfermer dans une atmosphère de crise. Dire que la guerre d'Algérie épuise les finances et déséquilibre l'économie de la France, c'est énoncer évidemment une vérité. Mais on aurait tort de privilégier cette vérité. On a pu s'en rendre compte à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale française sur le coût des opérations en Algérie. Tandis que les experts internationaux, en l'occurrence ceux qui épisodiquement renflouent l'économie française, chiffraient les dépenses à 800 milliards, M. Lacoste prétendait, sans humour, que la guerre d'Algérie ne coûtait rien. Les partis français de gauche, prisonniers d'un simplisme doctrinal qui veut que la droite négocie dès lors qu'on la convie à participer aux frais, se sont installés dans une attitude résignée et ne sont plus qu'attente du jour où celle droite, mise en danger dans ses intérêts, abandonnera son chauvinisme et votera toutes les indépendances coloniales que l'on voudra. Nous avons, à plusieurs reprises, signalé cette mécanisation de la pensée et l'apparition du fétichisme des causes pris au sens le plus automatique, le moins dialectique. Cette faiblesse idéologique d'une grande partie des formations politiques françaises éclaire le conflit qui existe dans le corps politique français, car depuis le 1er novembre 1954, le Parti radical, pulvérisé depuis l'historique Congrès de Lyon, le Parti socialiste au sein duquel des tendances de plus en plus hétérogènes apparaissent, le MRP, qui vient de révéler ses contradictions par son récent refus de cautionner la tentative de M. Bidault, jusqu'au PCF, que sa structure monolithique n'a pas préservé des divergences et des oppositions sur le thème de la guerre d'Algérie, chacun de ces partis, selon son style propre, manifeste l'incohérence des positions, la violence des conflits, le désaccord fondamental. Les contradictions européennes. La pire erreur serait d'ailleurs d'isoler cette déstructuration de la vie politique française du contexte européen et international. Les nations européennes, surtout l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne occidentale, pour des raisons de compétition économique en Europe ou de débouchés à préserver en Afrique, ont senti la nécessité de manifester une hostilité implicite aux guerres coloniales menées par la France. Pour prendre un exemple, le peuple italien, qui a pendant longtemps gardé le silence devant l'appui de son gouvernement à la guerre coloniale française, alerté par les formations démocratiques italiennes, s'est mis en mouvement depuis quelques mois et réclame de façon péremptoire le non-engagement du gouvernement italien aux côtés du colonialisme français. En Allemagne occidentale, il est manifestement établi que pas un journal allemand n'ose soutenir la politique française. Les représentants français en Allemagne ont l'occasion de constater plusieurs fois par jour que l'ensemble du peuple allemand condamne le colonialisme français et porte sa sympathie au glorieux peuple algérien. En Angleterre, les conservateurs solidaires, pendant longtemps des colonialistes français, ont depuis quelques mois amorcé le virage et leurs organes de presse ne dissimulent plus leur position sur la nécessité des négociations avec le peuple algérien. Ce changement d'orientation des démocraties occidentales est la conséquence d'une part d'un courant anticolonialiste et libéral certain, mais surtout, il ne sert à rien de le cacher, du désir de voir une France ramenée à sa seule dimension européenne, amputée de ses colonies, privée des régimes préférentiels instaurés par le pacte colonial et confrontée enfin sur le plan de la libre concurrence avec les autres économies nationales européennes. Dans cette seconde perspective, à la formule « l'Afrique, chasse gardée de la France », tend à se substituer la deuxième formule « l'Afrique, chasse gardée de l'Europe ». Les contradictions occidentales et les pressions internationales. Les États-Unis d'Amérique, face au monde communiste,
développe une politique africaine qui rejoint dans ses fondements les nouvelles positions européennes. Les démocrates américains, quand ils exposent leur position sur la décolonisation de l'Afrique, insistent toujours sur la nécessité pour les États-Unis de ne pas partager la perspective colonialiste française. Le thème dominant de leur argumentation est net. En Afrique, la France est en train de compromettre les chances de l'Occident et de l'homme blanc. Toutefois, deux autres éléments circonstancient la progressive modification de l'attitude américaine, et d'abord, la certitude aiguë, outre-Atlantique, que l'heure est venue de faire un choix, de soutenir la lutte d'indépendance des peuples coloniaux, d'aider à la désagrégation des empires, d'appuyer la libération des peuples opprimés. En outre, face aux dangers communistes, dans le cadre de la guerre froide et du partage du monde en sphères d'influence, les États-Unis sont de plus en plus conscients de l'urgence des positions radicalement opposées au colonialisme français. Sur le plan international, il vaut la peine d'insister sur l'immense enthousiasme soulevé dans les pays afro-asiatiques par l'épopée que vit, depuis près de 4 ans, le peuple algérien. Bandung, Le Caire, Accra, tous les peuples afro-asiatiques, tous les opprimés d'hier, portent, soutiennent et assument de plus en plus la cause de la révolution algérienne. Il n'est absolument pas exagéré de dire que, de plus en plus, la France aura contre elle, en Algérie, 2 continents. C'est faute d'avoir analysé ces multiples facteurs, ces contradictions dialectiques, que les partis politiques français se trouvent le plus souvent dans une situation d'indétermination, d'exacerbation passionnelle, sans thème directeur, d'inquiétude, toutes choses qui ne sont pas sans évoquer des conduites d'autodestruction. L'atmosphère de crise. En France, le refus d'un choix politique cohérent en Algérie ne concerne pas uniquement les groupes politiques. Au sein de chaque parti, on peut distinguer aujourd'hui un centre, une droite et une gauche. Au niveau des masses populaires, ou de corps particuliers comme l'Église, on est frappé par une ambiance de malaise, d'amertume et de désespoir. Pas une association, pas un groupe d'hommes ou de femmes qui ne soit atteint et affecté par le développement de la guerre d'Algérie. Scission des associations d'étudiants, scission des enseignants, bouleversement dans l'armée, rappel à l'ordre des cardinaux, malaise dans la police. Tous ces phénomènes, par leur nombre et leur gravité, indiquent le désarroi qui règne dans la vie morale et politique en France. La volonté de libération du peuple algérien conteste à n'en pas douter la fiction de l'Algérie française. Mais c'est aussi un certain type de comportement, un style de contact intellectuel qui se trouve condamné de part en part. Le combat du peuple algérien est une critique radicale du pseudo-droit de propriété. Notre Afrique, noire, notre Algérie, et en même temps une mise en demeure du peuple français à se critiquer, à se débarrasser de la mentalité colonialiste, antidémocratique et raciste, bref, à vivre et à dépasser des contradictions historiquement élaborées. La lutte du peuple algérien, source de vérité. Or, le désarroi qui règne actuellement dans la vie morale et politique française serait incompréhensible si on ne le rattachait dialectiquement aux réalités internationales et à la lutte du peuple algérien. Les critiques décisives et implacables du sénateur Kennedy, les prises de position profondément anticolonialistes des travailleurs anglais et d'une manière plus générale, la récente prise de position des services officiels américains traduisent 2 phénomènes. Et d'abord que le processus historique et général de libération des peuples coloniaux est reconnu, identifié et accepté, mais aussi la certitude acquise après l'analyse que le peuple algérien a jeté tout son poids dans la lutte et que véritablement on ne voit pas comment la France pourrait ne pas reconnaître l'indépendance de l'Algérie. M. Lacoste n'est pas devenu impopulaire dans le monde et dans l'opinion française parce qu'il a dirigé la répression ou justifié les assassinats collectifs. C'est que le mensonge de M. Lacoste est apparu en pleine lumière, trahi et démasqué par l'invincibilité de l'armée nationale algérienne, les quarts d'heure indéfiniment rapportés, les bulletins de victoire totale, les proclamations fantaisistes, le bluff expliquent la confusion de l'ambivalence qui règne autour de son nom. La gauche le condamne parce qu'il s'oppose à une politique de gauche, et la droite parce qu'il n'a pas tenu ses promesses, parce qu'il n'a pas pacifié l'Algérie, parce que la situation militaire devient de plus en plus grave. Donc, il n'existe pas une crise politique française parce que des opinions se font face ou que des conceptions du monde divergent, mais bien parce que le scandale que constitue la volonté de libération du peuple algérien
bouleverse les équilibres établis, les vérités admises, et remet totalement en question les perspectives de la nation française. La crise française ne se développe pas en milieu fermé, ce n'est pas une crise de la réflexion pure, c'est dans la pratique la plus tragique que le peuple français repense et reconstruit son système de valeurs. En intensifiant son effort militaire, le peuple français a imposé au peuple algérien des sacrifices immenses, mais précisément le développement dialectique de ce combat devait provoquer en retour un bouleversement idéologique en France et faire éclater l'évidence que l'effort français allait à l'encontre de l'histoire, de la morale, de l'humain. C'est la lutte acharnée, opiniâtre, héroïque du peuple algérien qui fait apparaître de nouvelles significations, dépasse certaines contradictions, rend possible ce qui était impensable hier. Les déclarations de préinvestiture de M. Bidault n'ont pas mécontenté et irrité parce qu'elles étaient mal rédigées, c'est que, de toute évidence, M. Bidault signifiait qu'il n'avait rien compris, qu'il n'avait pas suivi les événements, qu'il était déconnecté de l'histoire, qu'il était en dehors du temps. Ce temps nouveau, ces conditions nouvelles, ces réalités originales sont précisément introduits par le combat du peuple algérien. C'est la lutte du peuple algérien qui a amorcé cette transformation de la vie politique française. C'est au contact de cette volonté nationale, de cette violence dans la revendication, que se modèlent les perspectives politiques françaises. Pressions européennes, parce que tout de même, l'Afrique, si elle est perdue pour la France, ne devrait pas l'être pour l'Europe. Pressions internationales, car l'hydre communiste risque de s'installer en Afrique si l'ensemble de l'Occident se maintient dans ce silence complice devant le bellicisme français. Pression du peuple algérien, élément le plus actif dans cette dialectique et aussi le plus vrai. Ces trois ordres de facteurs cernent la réalité nationale française et induisent, suscitent et démasquent les contradictions constitutives d'un pays colonialiste et raciste, à exigence doctrinale, paradoxalement démocratique. Et il n'est pas vrai que cette confrontation puisse s'arrêter magiquement. Il n'est pas vrai que l'Amérique ou l'Italie puissent être mises au pied du mur. Il n'est pas vrai que M. Pinault puisse, s'il le demandait, obtenir l'appui de l'OTAN. Il n'est pas vrai qu'avec un peu de bonne volonté, M. Mendès France puisse renouer avec M. Maurice ou M. André Philippe, fraterniser avec M. Mollet. Il n'est pas vrai que l'école d'état-major de M. Bijard puisse apporter quelque chose de nouveau dans la guerre d'Algérie. Toutes ces impossibilités sont les négatifs d'une réalité majeure. La France est plongée dans une atmosphère de crise cataclysmique et elle n'en sortira que par la négociation avec le FLN.